Bienvenue à cette nouvelle rencontre d'art à l'essai, qui est consacrée ce soir à une problématique qui concerne à plusieurs titres notre culture actuelle, c'est celle de l'industrie culturelle. À plusieurs titres, c'est-à-dire plutôt sur plusieurs plans, la production, la diffusion, l'esthétique, l'économie, l'administration et également l'institution, puisque depuis 4 ans, le ministère de la Culture se dote d'une direction des industries culturelles face à la direction du spectacle vivant. C'est à une critique de cette situation que on va avoir à faire ce soir, en faisant d'abord un retour sur l'origine du terme qui avait été formulé par les philosophes Horkheimer et Adorno dans la dialectique de la raison. Et on va revenir aussi sur ce concept, cette pensée proposée sous forme de dialectique négative et non comme un manifeste, ont pu et peuvent encore apporter à notre conscience des productions artistiques depuis alors une des traductions est la production industrielle des biens culturels. Donc on va faire cela avec Marc Yver, qui est à côté de moi, qui va présenter son ouvrage qui vient de paraître chez l'Harmattan, Adorno et les industries culturelles, avec un sous-titre qui s'appelle Communication, musique et cinéma. Donc 2 mots sur Marc Yver. Il est maître de conférences habilité à diriger des recherches en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris-Ouest Nanterre. Il a réalisé un film qui s'appelle Les chemins de la BU. Il a collaboré avec l'INA dans le cadre du dépôt légal, aujourd'hui Inatech de France. Et il a participé à son collège iconique, notamment en compagnie de Marie-Josée Monzin ou Bernard Stiegler, qui sont déjà venus ici par ailleurs. Donc je vais laisser Marc Yver faire sa conférence en signalant que chacun peut intervenir à tout moment au fil de la présentation et des documents qui vont être montrés. Avant de commencer, moi je vais poser une question. Qu'est-ce que signifie donc Kulturindustrie? Quand apparaît le terme pour la première fois et dans quel contexte? Et qu'est-ce qu'il désigne? Bien, alors donc bonjour, et puis je remercie Colette Tron de m'avoir invité ce soir. Alors il faut savoir que moi j'ai découvert Adorno quand j'ai fait ma thèse, ça remonte déjà assez loin, en 1984, l'année du Macintosh aussi par ailleurs, et je l'ai faite avec quelqu'un qui s'appelait Olivier Revaud-Dallon, qui était prof en esthétique à la Sorbonne, et qui était directeur de la revue d'esthétique. Et dans cette revue d'esthétique, il y avait, si vous voulez, tous les traducteurs alors pas seulement d'Adorno, mais de l'école de Francfort première manière, parce que là, on parle d'Adorno, Horkheimer, puisqu'ils ont écrit des bouquins en commun, mais il y a des auteurs qui ont été en leur temps, dans les années 68 par exemple, plus médiatiques qu'Adorno. On pense notamment à quelqu'un qui a d'ailleurs parfois même vulgarisé, c'est un chercheur à part entière, c'est Herbert Marcuse. Eros plus civilisation, et surtout le fameux homme unidimensionnel. Hannah Arendt, que vous connaissez sans doute aussi, fait partie de cette première école de Francfort, donc qui a réfléchi sur ces industries culturelles. Ensuite, il va y avoir une deuxième période de cette école, qui est plus traitée d'ailleurs par mes collègues en Infocom, c'est la période, déjà assez ancienne aussi, d'Habermas, autour de la notion d'espace public. Donc moi il existe 2 conférences en français d'Adorno vers la fin de sa vie, donc dans les années 68, puisqu'il est mort en 69, en français, où justement il reprend la traduction française d'industrie culturelle. Parce que pour répondre à la question de Colette Tron, le problème c'est la traduction. Pour ça, quand on ne veut pas se poser de questions, on dit Kulturindustrie. Parfait. Hein, là, c'est bon, c'est le mot, d'autant que le concept de Kulturindustrie apparaît dans un texte qui a été traduit en français dans la production des biens culturels et qui s'appelle en allemand Kulturindustrie. Alors Kulturindustrie, ça a été d'abord donc traduit, pas par la traductrice, par industrie culturelle au singulier. Alors il faut savoir que dans ma discipline ensuite, est-ce qu'on peut parler d'industrie culturelle au singulier comme ça? Est-ce que c'est pas une mauvaise traduction? C'est vrai qu'à un moment donné, tout le monde a voulu traduire au pluriel. C'était montré qu'on avait conscience que le cinéma, c'est pas tout à fait la même chose que la musique c'est pas tout à fait la même chose que l'édition, d'autant que les industries, les industries culturelles sont maintenant l'objet
d'une discipline qui s'est autonomisée et même détachée un peu de la philosophie, c'est-à-dire l'économie de la culture. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, il a fallu que je me batte, on parlait de numérique, sur Wikipédia, parce que quand j'ai ouvert la fiche industrie culturelle, alors c'était étonnant parce qu'elle était bien en français, bien sûr en français, mais au singulier, je vois effectivement les industries culturelles sont, alors on définit toutes les, comme dans un cours que font nos collègues en économie de la culture, l'édition, la télévision, etc. Il n'y avait absolument rien sur Adorno, ni sur Horkheimer, c'est d'ailleurs sur les deux auteurs. Donc moi j'ai mis les pieds dans le plat puisque c'était un wiki. J'ai commencé à rajouter des paragraphes. Bien sûr, j'ai été censuré. Très vite, j'ai dit écoutez, tout modestement, je suis universitaire. Ici, tu es dans le temple de la contre-culture. Nous ne voulons pas des universitaires. Écoutez, donc j'ai permis de rajouter effectivement l'origine au travers d'Adorno. Donc le concept d'industrie culturelle au singulier a ensuite été traduit en industrie culturelle au pluriel, et les derniers temps, il y avait une espèce d'agrément autour de la traduction par industrialisation de la culture. Donc certains, dans ma discipline, on dit, finalement, si on veut traduire correctement le concept allemand de Kulturindustrie, il faut le traduire par industrialisation de la culture. Alors là, maintenant, voilà le débat. Je dirais qu'on avait dit que ce soir, on n'avait pas donné des réponses, etc. La question est la suivante. Moi, j'aurais tendance, notamment au travers de ce livre, et notamment par rapport au premier objectif, ces retours à une analyse critique plus radicale, etc., à dire il y a quand même un intérêt à parler d'industrie culturelle au singulier. Alors justement, c'est à la fois une définition problématique. Pourquoi ? Parce que si on ne la définit Kulturindustrie qu'au pluriel, finalement, on bascule, c'est pour ça que j'ai ma petite anecdote avec Wikipédia, on bascule dans une espèce d'économisme de la culture. Industrie culturelle, on va le voir, et c'est l'intérêt du mot, de la traduction, même si une traduction, on traduit, on trahit, bon, c'est que dans industrie culturelle, il y a un choc de mots. C'est que pour les créateurs du concept, industrie et culture sont absolument antinomiques. Donc ça correspond même à une figure de rhétorique. Par conséquent, industrie culturelle, finalement, ça, même si c'est peut-être la première traduction en français, reprise par Adorno, vous l'entendrez de la bouche même d'Adorno tout à l'heure, ça permet d'insister effectivement sur cet aspect polémique. J'arrête là-dessus. Pourquoi ? Parce que tous les concepts d'Adorno, vous avez parlé de dialectique négative, si on veut réactualiser un peu Adorno, même en le trahissant comme je le fais, le bouquin c'est un peu une trahison honnête d'Adorno pour essayer d'en voir l'actualité, il faut comprendre qu'effectivement, on a affaire à un philosophe un peu particulier qui tient compte, dans la lignée des Nietzsche, Husserl, etc., Heidegger, et puis plus tard, chez nous, Derrida, à quelqu'un qui, effectivement, prend en compte ce qu'on appellera, on pourra en débattre, la crise de la rationalité au début du XXe siècle. Crise de la rationalité qui se retrouve dans la culture, crise dans la culture, disait Husserl, malaise dans la civilisation, traduisant malaise dans la culture, disait Freud. Et par conséquent, alors ça c'est un grand débat, et notamment un ouvrage assez compliqué, cette reprise effectivement d'une dialectique négative signifie d'une certaine manière, au plan épistémologique, c'est-à-dire ce qui fait la scientificité de cette pensée, qu'il faut prendre ces concepts non pas pour des catégories esthétiques, il peut y avoir le beau, le sublime, etc., mais comme des concepts négatifs, moi j'appellerais ça quasiment des scuds. C'est-à-dire, par exemple, ce qu'on reproche le plus à Adorno, en plus de sa négation du jazz, c'est son concept d'art authentique. Si on prend industrie culturelle versus art authentique, et si on prend art authentique comme une catégorie esthétique, alors là c'est fichu. Je l'ai moi-même expérimenté en tant qu'enseignant, pas en tant que chercheur. C'est que j'entendais tout et n'importe quoi chez mes étudiants. Ils disaient « Ah, monsieur, mais alors, finalement, le rap, le machin, c'est de l'art authentique puisque ça vient, etc. » Donc, l'art authentique,
il faut le prendre. D'abord, c'est une traduction, et ça, c'est le vrai problème chez Adorno. C'est que chez Adorno, on a affaire à un philosophe, mais aussi, on va le voir, à un musicien, un compositeur. On peut écouter du Adorno chez Boulez, à l'IRCAM, à côté de Beaubourg. On peut écouter sur France Musique et France Culture de temps en temps des musiques d'Adorno. C'est aussi quelqu'un, c'est un poète, c'est quelqu'un qui travaille la langue. Par conséquent, les traductions, il y en a des bonnes, des moins bonnes, mais ce qui est le plus important, c'est de comprendre effectivement la portée des concepts chez Adorno, sinon on passe à côté de sa pensée. Puis alors, si effectivement on oppose simplement à art authentique et industrie culturelle, la messe est dite. Il n'y a plus qu'à arrêter le débat maintenant. Moi j'ai une question supplémentaire, c'est-à-dire qu'on a même traduit culture industrie par culture industrielle, et qui désignerait là plus que des disciplines ou plus qu'un concept, mais un milieu lui-même, un milieu culturel et un milieu technique à la fois. Alors ça c'est vrai. Alors l'idée, là il faut se replonger dans la période en question. L'école de Francfort, nous avons affaire à des intellectuels qui voient bien entendu arriver dans leur tout à fait attachés à leur pays, à leur langue. C'est vrai pour Adorno d'ailleurs, parce que lors de son émigration aux États-Unis, il continue à écrire en allemand. Donc il voit, tout d'un coup, il y a un déchirement, puisqu'on non seulement on leur nie leur attachement à l'Allemagne, mais en même temps, il voit effectivement, j'allais dire, le côté, si on veut prendre une comparaison avec la science-fiction, le côté orwellien, avant l'heure, c'est-à-dire 1984. Il voit tout d'un coup la communication de masse, ça c'est ça le contexte, une communication de masse qui n'est pas du tout la communication de masse telle que les jeunes générations peuvent la penser aujourd'hui. C'est pas le livre de poche qui permet à tout un chacun de lire Balzac ou Zola. La communication de masse, c'est d'abord le média de l'époque, la radio, au service des totalitarismes, notamment Hitler qui, Borborigme ou pas, va savoir très bien s'en servir, Mussolini, rappelez-vous le film La journée particulière, où on entend dans le village tout un tas de haut-parleurs qui ont été disposés pour entendre les... Bon, et puis en Russie soviétique, effectivement, cet usage... Donc, d'un côté... Alors, on a ces gens-là, et pour répondre à la question, donc très vite, ils vont émigrer aux États-Unis. Horkheimer va partir via l'Angleterre et va recréer à Columbia son centre de recherche sociologique et philosophique là-bas. Il n'y a que le malheureux Benjamin qui, lui, va s'y prendre un peu tard et qui, comme on le sait, alors Benjamin, j'en parlerai aussi tout à l'heure, ça fait partie des origines, va mourir à cause d'un passeur qui va, paraît-il, lui demander le doublement de la somme pour passer les Pyrénées, aller en Espagne et ensuite aller aux États-Unis. Bref, vous parliez de contexte. Horkheimer, Adorno, donc arrivent d'abord à Columbia, mais ensuite ils vont très vite être accueillis à Hollywood, comme beaucoup d'intellectuels. Ils vont se retrouver à Hollywood, c'est-à-dire, là ils vont basculer d'Orwell, j'allais dire, à Huxley. C'est pas pour rien qu'Adorno a écrit un texte à la fois d'hommage, mais aussi où il se démarque du meilleur des mondes. C'est-à-dire qu'ils vont tomber dans ce que Erich von Stroheim appelait, dès les années 20, la machine à fabriquer des saucisses.